Bon, comment on se retrouve pour cette nouvelle année 2025? J'ai la crève, voilà. Donc si vous voyez des traces rouges apparaître autour de mon nez au fur et à mesure de la vidéo, c'est juste que je me serais mouchée pendant 1 heure. Super. Vous l'avez peut-être vu au titre de cette vidéo, aujourd'hui je vais faire une vidéo on ne peut plus simple, hein, pas du tout inspirante, parce que je vais juste vous présenter mes lectures pour 2025. J'ai avec moi une vingtaine de bouquins que j'aimerais beaucoup lire pour cette année, et il y a vraiment de tout, du roman, de la bande dessinée, bon surtout du roman et de la bande dessinée, et puis voilà, j'espère qu'au fur et à mesure de cette vidéo, vous allez repérer quelques titres qui vous auront fait de l'œil. Je suis pas sûre pour la tournure de la phrase, mais c'est pas grave. Du coup, je vous propose de commencer avec les 3 livres que j'ai lus ce mois-ci, parce qu'à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, on est déjà fin janvier. Le temps passe très vite. Donc dans ma palle 2025, j'avais en particulier ces 3 livres. Peut-être que vous ne les voyez pas, c'est pas grave, je vais vous les présenter. On est là pour ça. Donc déjà, il fallait que je termine Fondation d'Isaac Asimov. Je pense qu'on ne présente plus ce bouquin, hein, c'est un roman de science-fiction qui est du coup paru quand même dans les années 50. Et quand tu lis ce bouquin, tu te dis, bon quand même le gars était précurseur quoi. Fondation, ça prend place du coup dans un univers imaginaire, dans un empire galactique. Un empire qui n'a jamais été aussi puissant, jusqu'à ce qu'un beau jour, un savant en psychohistoire, Harry Seldon, prévoit la chute de cet empire dans plusieurs centaines de millénaires ou plusieurs centaines d'années, je sais plus trop. Vous avez peut-être deviné justement à cette hésitation que ça m'a pas tant plu que ça. Bon déjà, j'ai décidé de lire ça à une période de ma vie où j'étais en plein dans des révisions de partiels d'histoire. Très bonne idée. Parce que ouais, en fait, ce bouquin est peut-être très intéressant. Ça parle beaucoup de politique. Il y a énormément de dialogues diplomatiques notamment dans cette histoire. J'ai pas spécialement accroché. De mon point de vue, il y a aussi peut-être une ambiance un peu Star Wars vibe. Mon copain dira que absolument pas, parce que c'est un gros fan de Star Wars et il sait de quoi il parle. Après, la science-fiction, je pense que c'est un genre qui me touche peut-être de moins en moins avec l'âge. Je parle comme une vieille. Mais si vous êtes plutôt féru de science-fiction, ça je pense que c'est un classique et qu'il faut vraiment pas passer à côté. Aussi, ce mois-ci, j'ai lu le tome 2 de L'Amie prodigieuse d'Elena Ferrante. J'en ai déjà parlé moult fois sur cette chaîne, moult fois sur mes réseaux sociaux. D'ailleurs, suivez-moi sur TikTok et Instagram. Donc c'est quand même un beau pavé, ça faisait longtemps que j'avais pas lu des pavés comme ça. Donc c'est la suite hein, du tome 1, j'en ai fait une vidéo YouTube il me semble que c'était le mois dernier, vous pouvez aller la voir, elle est toujours disponible. Hein. Mais dites-vous que voilà, c'est la suite du tome 1. Elena et Lila ont bien grandi, enfin bien grandi, pas vraiment, elles ont entre 18 et 22 ans dans toute l'histoire je dirais. Ça m'a un petit peu moins plu que le tome 1, parce que là-dessus ça se concentre un petit peu plus sur... ouais, il y a pas mal d'histoires d'amour en fond, un peu niaises qui m'ont fait chier à certains moments. Mais quand même, il y a un côté très intéressant dans le bouquin, c'est de voir toute l'ascension sociale d'Elena et celle de Lila qui est moindre on va dire, là où Elena va réussir à s'élever un petit peu dans la société, dans les milieux intellectuels. Lila, elle va rester au quartier, se comporter comme une bonne épouse et au passage se faire totalement maltraiter par son connard de mari. Ça reste toujours super intéressant à lire, je suis vraiment amoureuse de cette saga et je pense qu'on en reparlera un petit peu plus tard dans cette vidéo. Et enfin, l'autre livre que j'ai lu ce mois-ci et que j'ai fini pas plus tard que ce matin, c'est Thérèse et Isabelle de Violette Leduc. C'est un pote qui me l'a prêté. En fait, après avoir lu Les Nuits Bleues d'Anne-Fleur Multon, je me suis dit, ben pourquoi pas m'intéresser un petit peu plus à des romances, notamment des romances queer. Je répète hein, encore une fois, les romances, c'est pas trop ma cam, voilà. Mais je sais pas, des fois je suis dans une vibe voilà, où j'ai envie d'explorer des genres différents, ben, comme avec la science-fiction d'Isaac Asimov. Et en fait, bon, c'est une histoire très courte, et bon, ben, c'est une histoire d'amour entre 2 adolescentes ou jeunes adultes, donc Thérèse et Isabelle. Il me semble que c'est un roman d'inspiration autobiographique. Autant ça se lit très vite, autant j'ai pas forcément accroché au truc dans le sens où l'écriture est parfois un petit peu trop théâtrale. Et je lisais des passages, des fois je me tapais des barres parce que, enfin c'est vraiment oh mon amour, ah non mais je ne peux pas, ah si, oh non, ah mais peut-être. C'est ce côté très niais qui m'a un peu tapé sur le système. Après ça aussi, ça a été écrit dans les années 50 il me semble, donc c'est précurseur entre guillemets, il me semble que à sa sortie même l'éditeur voulait censurer une partie du bouquin, si je dis pas de conneries, parce qu'il pensait que ça allait faire scandale. Il y a pas mal de scènes érotiques quand même, c'est pas décrit dans un langage cru, ça se veut même très poétique, mais je suis pas forcément fan de ce genre de mécanique. Je préfère davantage les histoires d'amour où les personnages passent plus de temps à se connaître qu'à voilà, entretenir sur 100 pages des relations charnelles. C'est pour ça que je pense que si je devais comparer cette romance lesbienne aux Nuits Bleues d'Anne-Fleur Multon, qui sont toutes les deux
d'inspiration autobiographique. Je pense que je préférerais Les Nuits Bleues pour sa forme, pour sa modernité, pour son style d'écriture, je pense aussi. Donc voilà, ça c'est les 3 bouquins que j'ai lus pendant ce mois de janvier et maintenant j'ai envie de vous présenter les lectures que je vais lire pour 2025. On va commencer avec quelque chose, peut-être vous allez pas du tout vous y attendre, hein, mais j'ai trop envie de lire la BD des Red Hot qui a été illustrée par Figueroa Cordoba Vivaldi. Vivaldi il fait de la BD maintenant, je savais pas. Et en fait c'est ma famille qui l'a offert à mon copain pour Noël parce qu'il est fan des Red Hot. Moi aussi je suis plutôt fan du groupe, on va pas se le cacher, surtout de John Frusciante. Je pleure littéralement sur les albums de Frusciante, j'adore ce mec. Si tu as vu la vidéo du règlement, ça va un peu faire redite, mais je sais pas, j'ai bien envie de le lire et je pense que ça va être ma future lecture pour apprendre à connaître un petit peu plus mes groupes favoris. On va passer dans un tout autre registre puisque je me suis dit, bon j'ai quand même pas mal de BD, de romans à lire pour cette année. On va essayer de revenir aux bases académiques en lisant un classique. Je fais une rupture d'anévrisme ou quoi. Et j'ai bien envie de lire L'Assommoir de Zola. Il me semble que ce livre était déjà dans ma palle de 2024. L'Assommoir de Zola, je pense qu'on ne présente plus ce bouquin, ça se passe dans les années 1870 à Paris. C'est l'histoire de Gervaise qui est assez misérable, elle a 2 enfants il me semble, et elle va épouser un ouvrier zingueur qui s'appelle Coupeau. Il y a pas mal de vices autour de cette histoire, plonge dans la pauvreté, l'alcoolisme, bon voilà, roman assez engagé de Zola, mais bon, c'est écrit un peu petit, c'est quand même un pavé de 550 pages, je sais pas si je vais m'y atteler tout de suite, mais j'ai quand même bien envie de découvrir Zola parce que je crois ne pas avoir lu grand chose en réalité de cet auteur que j'ai vraiment envie de découvrir parce qu'il a un style engagé. Alors, on passe au suivant. Pour mon anniversaire, il y a quelques jours, une amie à moi m'a offert Champion de Maria Pourchet. Donc voilà, c'est un roman paru aux éditions Gallimard. À chaque fois, je trouve leur couverture... Bon, c'est des couvertures iconiques, mais je les trouve d'une tristesse sans nom, je suis désolée. Champion, c'est l'histoire de Fabien. C'est un adolescent qui a été interné, donc en hôpital psychiatrique. Il doit raconter en détail les événements qui lui ont conduit. C'est sa thérapie en fait, et une fois qu'il aura tout raconté, eh ben il pourra sortir. Si j'ai bien compris, hein, ce roman, ça va retracer un petit peu toute son histoire. Donc sa vie, il me semble, dans les années 90, dans un milieu catholique, au nord de la France. Voilà, le fait qu'il était fils unique, qu'il y a des non-dits dans sa famille. Alors ça, c'est vraiment le genre d'histoire que, étrangement, je lis rarement et qui pourtant me font kiffer. Tout ce qui est autour d'un individu, de la psychiatrie, de la psychologie, ça me fait kiffer. Dans la même tranche, j'avais par exemple lu À la folie de Joyce Ormond et j'avais adoré d'ailleurs, c'est un bouquin que je ne peux que vous conseiller. Donc voilà, franchement, j'ai hâte de le lire. Alors ensuite, vous vous souvenez, en 2024, je m'étais dit, tu n'achètes pas de nouveaux livres pour des raisons budgétaires et aussi parce que j'avais déjà assez de bouquins comme ça dans ma bibliothèque et je me voyais pas forcément racheter de nouveaux. Mais j'ai fait un petit écart fin 2024 puisque je me suis procuré ces 2 livres. Magnus de Sylvie Germain et Le Confident de Hélène Grémillon. Et en fait, ces bouquins, je les ai littéralement volés dans une librairie. Alors, avant d'appeler la police, écoutez mon histoire. En fait, je me suis rendue dans une librairie qui était pas loin de mon université et à l'étage, il y avait des bacs de livres à littéralement 0 €. Et en tant qu'énorme rat, je les ai pris. Je suis allée voir les libraires, j'ai fait « Je peux prendre ça, ils sont à 0 €. » Ils font « Oui, très bonne journée à vous. » Et du coup, j'avais l'impression d'être une voleuse. Voilà. Et d'être un énorme rat aussi, d'être reparti d'une librairie avec des bouquins gratuitement. Magnus de Sylvie Germain, c'est l'histoire de Franz George, qui est né avant la guerre en Allemagne. Apparemment, de son enfance, je cite, il ne lui reste aucun souvenir. Sa mémoire est aussi vide qu'au jour de sa naissance. Donc déjà, quand j'ai lu ça, ça m'a un petit peu captivé. Du coup, là, il va essayer de se souvenir de son passé à travers un seul ours en peluche qui lui est resté, du coup, qui s'appelle Magnus. Donc j'en sais pas plus. J'ai tout simplement envie de lire ce bouquin parce que la 4e de couverture m'a vraiment intriguée. Et pour ce qui est du Confident de Hélène Grémillon, c'est l'histoire d'une certaine Camille qui est en train de faire le deuil de sa défunte mère. Et parmi les lettres de condoléances qu'elle va recevoir, elle va trouver un courrier un petit peu mystérieux, qui est d'ailleurs anonyme. Et au début, elle pense que c'est une erreur de courrier, mais ces lettres vont se multiplier. Et ça va la plonger dans un grand mystère, alors lequel je ne sais
c'est pas oui bon ces deux bouquins il y a beaucoup de mystères. Donc pareil voilà une petite lecture sympathique aussi, qui a quand même gagné 5 prix littéraires et a été traduit en 27 langues. Je suis si inculte que ça me dit absolument rien. Hein. Donc voilà, à lire aussi pour 2025. Encore des femmes et des autrices, continuons, j'en ai pas assez lu en 2024. Je vais lire Le Palanquin des larmes de Cho Ching Lee. Je l'ai pas lu en 2024 donc c'est pour ça que je me dis là faut que je lise. Donc je fais un bref rappel de ce que c'est. C'est l'histoire du coup de Cho Ching Lee qui est une écolière qui a été choisie pour sa beauté exceptionnelle par la plus riche famille de Shanghai et elle va monter à 13 ans sur le palanquin fleuri qui la conduira dans sa belle famille, mais on devine que ça va pas être de tout repos pour elle, voilà. Encore une histoire super marrante, hein. Et du coup, Cho Ching Lee, c'est elle. Vous la voyez super bien, hein, parce que ça a fait le focus, du coup, j'imagine. On va bientôt revenir sur tout ce qui est roman, mais d'abord, j'aimerais quand même vous présenter cet adorable manga que je compte lire pour 2025. C'est Le Voyage de Shona, du coup... Miyazaki. Je l'avais demandé à mon copain pour mon anniversaire et je trouve ce bouquin... L'odeur des livres neufs, j'adore. Voilà, j'avais bien envie de me replonger un petit peu dans les mangas parce que le dernier en date que j'ai lu, il me semble que c'était ou Solanine ou Errance de Inyo Asano du coup. Et je me suis dit, ben pourquoi pas lire un peu de Miyazaki finalement. Quand j'étais enfant, j'étais pas forcément une fan des studios Ghibli parce que tout simplement je connaissais pas. J'ai plus été élevée avec les Disney et les Pixar. Et en fait, j'ai découvert que très tardivement le cinéma Ghibli. C'est ce qui m'a en partie intéressée un petit peu plus à la culture manga et à la culture animée. Cette histoire a l'air vraiment très belle, on me l'a déjà conseillé pas mal de fois sur les réseaux sociaux, donc je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de la lire cette année. Profitez pour le ranger juste là. C'est vrai que j'ai pas prévu de lire énormément de classiques pour cette année, néanmoins j'aimerais quand même lire Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. Oui, je me suis laissée influencer il y a quelques années par le film avec François Civil, oui. Je me l'étais procuré, il me semble, à l'été 2023, et puis quand j'ai vu le pavé que c'était écrit Times New Roman, police 9, là je me suis dit, allez, ça y est, 2025, peut-être que cet été, t'auras le courage de t'attaquer à ça, et puis c'est un classique, fais un effort. Je crois n'avoir jamais lu Dumas. Quelle idée de tourner une vidéo en ayant la crève, super. Ouais, c'est bientôt la fin, on se concentre. Avant de vous présenter le plus beau livre que je compte lire pour 2025, je veux vous parler de celui que j'ai envie de découvrir et qu'on m'a conseillé, allez, près de 40 fois. Il s'agit de La Maison des Feuilles. Je sais que mon copain a ce bouquin, mais j'ai beau regarder dans sa bibliothèque qui comporte peut-être un peu trop de livres Star Wars, je ne trouve pas ce putain de livre. On m'a dit, mais tellement de bien de ce livre. Et j'avoue que quand j'ai accompagné mon copain en librairie pour qu'il puisse l'acheter, qu'il a ouvert le bouquin devant moi, j'ai fait... C'est quoi ce merdier? Pourquoi il y a des couleurs? Pourquoi il y a des textes? Pourquoi le texte est à l'envers? Pourquoi il n'y a pas de mots sur cette page? Il paraît que l'histoire est réellement troublante, mystérieuse. J'ai pas mal de potes qui l'ont lu, je suis pas mal d'influenceuses littéraires qui l'ont également lu. Et c'est quand même une épreuve que de lire La Maison des Feuilles. Si vous voyez pas à quoi elle ressemble, je vous invite à aller faire vos recherches là-dessus. J'ai envie de découvrir ça. J'ai envie de me plonger dans ce jeu-là parce que pour moi ce livre c'est vraiment un jeu de piste, j'ai l'impression. Donc j'espère que j'aurai le courage en 2025 de m'y attaquer. Et je regrette de ne pas l'avoir entre les mains pour vous le présenter. Par contre ce que je peux faire c'est vous présenter le plus beau livre qui va composer ma palle 2025. Il s'agit, roulement de tambour, du portrait de Dorian Gray illustré par... Ah, mais il est magnifique, putain. Le portrait de Dorian Gray, grand classique, écrit par Oscar Wilde. Ce mec a un flow de fou, il a la même coupe que moi, j'ai l'impression. Et en fait, ça, c'est la version non censurée. Et j'ai jamais lu ce classique et je me suis dit, alors là, quand même, c'est l'occasion. Merci papa, maman, quand même, de m'avoir offert ce joyau pour Noël. Je vous dis, chaque année, j'essaie de me procurer un Benjamin Lacombe par n'importe quel moyen. Il se passera pas une vidéo YouTube où vous n'entendrez pas parler de ma part de cet illustrateur incroyable. J'ai pas trop voulu me spoiler, mais oh my god, oh, c'est magnifique, admirez. ASMR Benjamin Lacombe. Et mais zut, j'ai oublié dans mon extase, hein, de vous présenter l'histoire. Bon, peut-être que vous connaissez, mais on va vous faire un résumé rapide quand même. Donc du coup, c'est l'histoire de Dorian Gray qui va demander à un certain Basile, il me semble, avec qui... Il va demander à un certain Basile de peindre son portrait. Dorian, en fait, vu qu'il est un peu fasciné par sa beauté, c'est une sorte de gentleman de dandy, il veut s'assurer que c'est son portrait, donc le tableau, qui va vieillir et pas lui. Et pour ce faire, eh ben, il va vendre son âme. Simplement, j'ai
hâte de lire ce bouquin. Donc je ne vais pas forcément m'attarder là-dessus et je vais terminer cette vidéo en beauté parce que, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, on va reparler de l'amie prodigieuse. En effet, je compte pour 2025 terminer la saga d'Elena Ferrante tout simplement. Donc j'ai lu le tome 1 et le tome 2 et j'ai avec moi le tome 3 et le tome 4 qui viennent clôturer la saga. Donc le tome 3 est intitulé Celle qui fuit et celle qui reste et le tome 4 L'enfant perdu. Allez, je peux peut-être lire le résumé du tome 3 mais je lirai pas le résumé du tome 4 parce que j'ai vraiment peur que ça me spoil. Alors que les événements de 1968 s'annoncent, que les mouvements féministes et protestataires s'organisent, Elena, diplômée de l'école normale supérieure de Pise, se retrouve au premier rang. Elle vient de publier un roman inspiré de ses amours de jeunesse qui rencontre un certain succès tout en faisant scandale. Lila, elle, a quitté son mari Stefano et travaille dur dans une usine où elle subit le harcèlement des hommes et découvre les débuts de la lutte prolétaire. Pour les deux jeunes femmes, comme pour l'Italie, c'est le début d'une période de grands bouleversements. Je n'avais pas encore lu le résumé du tome 3, il faut que je me retienne de pas sauter dessus cet après-midi en fait. L'amie prodigieuse m'a tellement marqué en 2024, ça a vraiment été un bouquin révélation pour moi. Je pense sincèrement que ça va devenir ma saga préférée. Même si le tome 2 m'a moins plu, comme je vous le disais au début de la vidéo, je suis persuadée qu'Elena Ferrante est une grande autrice et que cette saga est porteuse de grandes valeurs. Je ne peux que vous conseiller ne serait-ce que vous intéresser à ce bouquin. Si vous n'avez pas la trempe de le lire, si vous avez la flemme, ok, je comprends, parce que surtout, bon, c'est plus ou moins épais, mais intéressez-vous en tout cas aux valeurs que portent ces romans. Et puis c'est tellement... c'est écrit dans un style tellement réaliste, tellement simple, tellement percutant, que vous ne pouvez pas vous ennuyer. Et voilà, cette vidéo touche déjà à sa fin, elle était peut-être un petit peu courte, c'est vrai. Après, j'aime bien aussi ce genre de format où c'est très chill. J'espère aussi que cette vidéo vous aura plu. En 2025, j'essaierai de vous proposer des vidéos peut-être un petit peu plus travaillées, en espérant que je trouverai le temps à côté de mes études pour les réaliser. En attendant, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube et à mes réseaux sociaux si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel livre vous tente le plus pour 2025, quelle lecture vous avez vraiment envie de découvrir cette année. Et puis moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite du coup.